Chers amis, chers et chers collègues, tout d'abord, bienvenue à la Maison Française, welcome, pour cette première activité de l'année universitaire pour nous. Et donc, je serai très bref. Je me présente, je suis Pascal Marty, le directeur, et je suis très heureux d'accueillir ici un groupe de collègues qui réfléchissent ensemble à un projet en littérature et au-delà, grâce au soutien de nos amis de l'ambassade de France à Londres et du service Sciences, Recherche et Innovation. Et je remercie Nina Pham, notre collègue, d'être ici, d'être déplacée aujourd'hui pour assister à la réunion de travail qui a eu lieu aujourd'hui et puis à la conférence qui va avoir lieu maintenant. Donc, je suis très heureux, très brièvement, de présenter mon collègue Alexandre Geffen, qui est directeur de recherche au CNRS, dans un laboratoire de recherche à Paris, qui s'appelle l'unité mixte de recherche de Tallinn. Je suis très heureux aussi parce que Alexandre est un des directeurs adjoints scientifiques de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, et en plus un de ceux qui a dans son portefeuille une partie des activités de la Maison Française aussi, puisque nous sommes affichés dans le domaine littérature, art, philosophie également. Donc, à la fois pour l'intérêt, mais c'est Maria qui en parlera mieux que moi, scientifique de sa conférence et pour son rôle dans la supervision de notre centre ici, la Maison Française. Je suis vraiment heureux de souhaiter la bienvenue à Alexandre. Donc, merci beaucoup Alexandre de s'être proposé pour cette conférence aujourd'hui. Et immédiatement, je donne la parole à Maria, qui va compléter cette présentation. Mais une fois de plus, bienvenue à la Maison Française. Merci beaucoup, Pascal. Good evening, welcome everybody. In the spirit of collaborative, multilingual research, this talk is actually part of a larger research seed meeting. So in the spirit of that multilingual event, I'm going to speak to you in English. I hope that's okay. The talk that we're introducing is in French, as you know. My name is Maria Scott, and I've been involved in the organization of the research seed meeting and this talk. So I'd like to begin by thanking the Research and Innovation Department of the French Embassy to the UK and the Maison Française d'Oxford for supporting our seed meeting and, of course, this talk. I have the very great pleasure this evening of introducing Alexandre Geffen, who is a Sorbonne-based French literary critic and, as Pascal said, research director. He began his career by publishing an edition of Marcel Schwab, but he now works on contemporary French literature, which he approaches from some very interesting perspectives. Generally, he's interested in the potential that literature has to connect with our emotions and our empathy, and this is really how I first came to his work. However, the first time I heard of Alexandre Geffen, a long time ago now, it was actually in connection with his digital humanities interests, and notably the extremely useful internet resource Fabula, which he founded in 1999, and for which French literature specialists all over the world really owe him a huge debt of gratitude. His many book titles include the sole-authored La Mimesis, 2002, Inventer une vie, la fabrique littéraire de l'individu, 2015, Réparer le monde, la littérature française face au XXIe siècle, 2017, and L'idée de la littérature, de l'art pour l'art aux écritures d'intervention, 2021. He co-edited with Bernard Vouilloux the excellent volume Empathie et Esthétique, which appeared in 2013, and he co-authored in 2020 with the philosopher Sandra Laugier, ici présente, Le pouvoir des liens faibles, a book that is particularly relevant, I think, for this evening's talk, insofar as it begins to explore the theme of resilience, if I've understood correctly. The twin subjects of Alexandre's talk this evening, then, are empathy and resilience. The title is Politique de l'empathie, politique de la résilience. Thank you very much, Alexandre. Merci infiniment, Pascal et Maria.
Oui, on s'en est pris aujourd'hui dans notre réflexion collective sur la question de l'empathie à la positivité supposée, positivité universelle de cette empathie qui nous permettrait facilement de faire lien, de réparer, de participer. Et je voudrais poursuivre cette réflexion d'aujourd'hui par une réflexion sur la notion de résilience et dans son rapport avec la notion de care et d'empathie, puisque je crois qu'elle participe de cette espèce de galaxie de notions positives qui sont devenues des passages obligés pour décrire les formes contemporaines d'action des individus sur leur destin. Dans un paysage post-idéologique, apparemment consensuel, on en appelle à ces notions qui sont en fait emboîtées les unes dans les autres. Empathie, care, résilience, réparation, soins. Et c'est toute une nouvelle galaxie conceptuelle qui est rentrée à la fois dans le domaine littéraire et dans le domaine politique. Alors c'est pour ça que je commencerai par essayer d'interroger ce projet de résilience, parce qu'il a été particulièrement pesant pour nous. Nous sortons d'un premier moment où on nous a demandé d'être résilients par rapport au Covid. Nous sommes maintenant convoqués à être résilients par rapport à la crise économique actuelle. Cette notion de résilience, elle est en France extraordinairement popularisée par Boris Cyrulnik. Elle est arrivée en France dans les années 80 avec les théories du trauma, et très vite, elle est devenue, dans la sphère du développement personnel, de la psychologie populaire, un concept clé. Et je crois que ce qui m'intéresse, c'est la manière dont cette notion est devenue, avec la crise du Covid, une notion politique, une dimension collective. À l'origine, la résilience n'est pas une résilience collective, en tout cas dans la mesure où elle rentre dans le champ français à partir du discours lancé le 25 mars 2020 par l'armée française pour contribuer à la guerre contre l'épidémie, et où on invoque la résilience. Elle change profondément de nature. Le concept apparaît dans tous les discours d'Emmanuel Macron. Par exemple, dans son discours de vœux du 31 décembre, il nous explique que notre nation a traversé cette année avec une telle unité, une telle résilience que rien ne peut lui résister. Et elle est évoquée par les pouvoirs comme par les organisations internationales en dehors de France. C'est le nouveau mot d'ordre des dirigeants d'entreprise, affirment les Échos. Elle est en France au centre d'un appel à projet de l'Agence nationale de la recherche, d'un centre national de la résilience, d'un haut comité français pour la résilience nationale, et de multiples fonds de soutien qui sont créés lors de la crise. Et ce discours de vœux aux Français d'Emmanuel Macron, qui a pour mot d'ordre la résilience, donne comme exemple des milliers d'anonymes qui, engagés et volontaires, ont tenu notre pays dans l'épreuve, dans la résilience. Et Macron donne l'exemple d'une infirmière et d'un éboueur de travailleurs du Caire. On y reviendra. Et clairement, les professions médicales sont données publiquement comme des acteurs fondamentaux d'une résilience d'une société. Je voudrais quand même m'interroger sur les limites de l'usage qu'on peut faire de la notion de résilience, et on verra que les limites de ces usages sont aussi ceux qu'on peut donner à l'usage de l'empathie. Je ne suis pas sûr que nous adhérions tous à l'idée qu'on va substituer à l'action politique un pouvoir d'autothérapie individuelle, de self-help, une résilience qui serait conçue comme un principe d'indépendance et qui ne chercherait pas la liaison sociale en laissant en charge le soin de soi-même à la victime et en se contentant d'héroïser le dépassement individuel de la blessure ou du trauma. Alors, pour comprendre cette politisation de ces notions de résilience et d'empathie, je voudrais revenir un peu sur la notion psychologique de cette histoire-là. Vous savez que la résilience est une notion qui s'oppose à la conception freudienne du trauma. Pour Freud, le trauma, c'est une perte. Et avec le trauma, on perd la plasticité, on perd la résilience et, de manière inéluctable, on devient névrosé. Après-guerre, la psychiatrie et la psychanalyse
découvre que finalement, certains individus ne sont pas mécaniquement névrosés, ne sont pas mécaniquement traumatisés, mais qu'il existe des formes de résistance, de réactions qui ne seront plus des réactions de figement du sujet, mais de plasticité du sujet. Et à partir de la guerre du Vietnam, on découvre, avec notamment les travaux bien connus d'Emmy Werner, l'évolution favorable et tout à fait inattendue d'un nombre non négligeable d'enfants de catégories vulnérables qui se sont montrés résilients par rapport au trauma de la guerre. Alors, c'est suivi par toute une série de travaux de psychologues américains, Michael Rutter, Anne Masten, qui essaient de réfléchir aux facteurs de protection qui font que, de manière assez inattendue, certains individus ont surmonté les dangers. Et on revient sur l'expérience de survivants comme Viktor Frankl, qui est souvent donné comme exemple, puisque c'est à la fois un ancien déporté et un célèbre psychiatre, qui va auto-analyser les raisons de la survie de ceux qui sont encore là, et il va les analyser en termes de résilience et de transformation de soi par les événements. Et cette psychologie qui est d'abord centrée sur l'expérience traumatique de la guerre, va être popularisée très vite par Dave Pelzer aux États-Unis, puis par Boris Cyrulnik en France, dans le contexte de ces spiritualités New Age, de ces philosophies positives de la première crise économique. Et évidemment, il s'expose tout de suite au risque de produire un héroïsme personnalisé, au risque d'écraser la complexité de la vie par une idée qu'à partir du moment où on va déterminer un certain nombre de conditions et d'accompagnement et qu'on va outiller l'individu, celui-ci va devenir résilient. Le développement post-traumatique de l'individu va devenir une science pour cette psychologie. Et clairement, tout de suite, on s'en prend dans les années 80, notamment Glenn Richardson, à l'idée que la résilience soit un chemin balisé, pour le citer, en soulignant la variété des formes de résilience qui ne présentent pas une configuration unique et ne conduisent pas à un seul type, à un type unique de reconstitution. Alors, à ces critiques émises par les psychologues eux-mêmes, s'ajoute une réflexion plus large et plus politique sur les sources idéologiques de la notion. En effet, le concept de résilience émerge en psychologie, mais en fait, il est déjà utilisé à partir des années 1890 dans le contexte américain et trouve une actualité extrêmement forte dans la crise de 1929, où pour la première fois, on va parler d'une société résilience avant que le concept soit réabsorbé par la psychologie et ne revienne en psychologie pratique que quasiment un siècle après. Et Paul Claudel décrit l'Amérique de la manière suivante. Voilà ce qu'il nous dit. À l'heure les plus tragiques de son histoire, quand toutes les banques avaient fermé et que la vie économique était suspendue, l'élasticité américaine montre l'usage du concept de résilience qui a connu une première heure de gloire dans ces années de crise. Et là, clairement, c'est quelque chose qui va caractériser le tempérament américain. La resiliency, c'est quelque chose qui est propre à la nation américaine. Paul Claudel explique qu'il ne trouve pas en français de correspondant exact, car le concept unit les idées d'élasticité, de ressort, de ressources et de bonne humeur. Voilà déjà comment se présente la résilience dans les années 1929. À l'origine, la résilience, c'est capacité de rebond, et le terme caractérise l'élasticité, une capacité d'adaptation économique dans les crises du monde capitaliste. Et le mot d'adaptation devient absolument fondamental. Il sera au cœur de la critique de la résilience, au titre de la critique de la capacité d'adaptation menée par exemple par Barbara Stiegler. Autrement dit, la résilience serait l'autre nom d'un impératif d'adaptation sociale face aux défaillances des systèmes libéraux, mus par des logiques suprapolitiques cachées derrière l'idée que c'est un simple tempérament de ceux qui sont résilients. Alors bref, cette culture américaine du résilient est indissociable d'une valorisation du résilient, du survivant,
hein, et d'un déni des vulnérabilités, d'un déni de ceux qui vont lâcher. Et je crois que c'est l'heure de rendre hommage à Barbara Ehrenreich, qui est morte il y a 3 jours, hein, qui a vraiment pensé, les laissés pour compte de la résilience américaine, qui a aussi analysé les ravages de cette résilience en expliquant par exemple comment elle, atteinte d'un cancer, a été envoyée dans des groupes où on lui demandait d'être résiliente, de partager la parole. Et Barbara Ehrenreich a démontré les origines religieuses de cet impératif, la manière dont il s'est croisé avec la culpabilité religieuse protestante, hyper responsabilisante, qui faisait reposer sur l'individu la responsabilité de ressaisir son propre destin en passant éventuellement par une parole publique. Autrement dit, ça serait une version profane finalement d'une culpabilité religieuse. Et cette manière d'imputer la responsabilité du bonheur à l'individu et non pas aux structures, en demandant à l'individu de s'adapter par lui-même dans un marché du travail de plus en plus instable, se retrouve depuis Barbara Ehrenreich et toute une série de sociologues. La sociologue d'origine israélienne Eva Illouz, qui travaille à l'EHESS, a mené une critique tout à fait forte de la résilience comme un impératif du management néolibéral. Pour elle, c'est l'autre nom de la flexibilité et de la résignation. Et clairement, elle permet de maintenir, pour la citer, les hiérarchies implicites, de légitimer les idéologies dominantes et les exigences des employeurs, explique Eva Illouz. La flexibilité du résilient est la contrepartie de son impuissance politique au moment où les représentations et les intermédiations traditionnelles tentent à disparaître dans les années 80. De fait, Serge Tisseron rappelle que le mot de résilience s'oppose à celui de résistance. La flexibilité, la souplesse, l'élasticité, c'est effectivement une capacité d'adaptation qui n'est pas celle de la solidité, ce n'est pas celle de la fermeté. La résilience, c'est celui qui cède, qui fait des compromis. Et on a pu donc critiquer la résilience comme une manière de promouvoir un compromis éthique, de faire de l'histoire une fatalité inexorable, inaccessible à l'action, consacrant finalement une lecture uniquement déterministe, économiste de l'histoire, dans laquelle la violence systémique devait être compensée par les ressources de l'individu. Et clairement, je crois que le concept de résilience n'est pas étranger à tout ce bagage conceptuel de la naturalisation néo-darwinienne de l'individu qui doit résister au straight strain, à la pression du stress. Et de ce point de vue-là, la résilience est dans une certaine mesure une forme améliorative d'un darwinisme social qui va faire que dans une idéologie du laisser-faire politique et du renoncement à l'action collective, on va conserver dans la méritocratie contemporaine seulement les résilients. Et tout ça se fait dans un contexte tout à fait nouveau à partir de cette crise du Covid, puisque la résilience va être absolument héroïsée, la résilience collective va devenir absolument centrale. On le verra. Alors, en France, toute une série de sociologues, de philosophes ont interrogé cette notion. Je citais Eva Illouz, on peut citer aussi Didier Fassin et Richard Reichmann, qui ont montré comment notre attention au trauma a servi à légitimer le blessé, mais aussi à arrêter la politisation du conflit, et que, dans une certaine mesure, la résilience avait pour danger d'arrêter la demande de réparation et la demande de transformation. Foncièrement pragmatique, idéologiquement conservatrice, la résilience interdit de demander raison de la blessure et participe pleinement d'une idéologie dénonçant les victimes qui ne font sens que comme vecteurs ou uniquement comme survivants. Et de ce point de vue-là, contre la demande de réparation, les victimes de la colonisation, les violences masculines sont invitées à faire part de force ou du moins de résilience, ce qui ne vous tue pas
vous rend plus fort, et l'impératif qu'on leur renvoie. Et de ce point de vue-là, on trouve de manière très écrasante, hein, dans les feel-good books, dans les manuels de développement personnel, l'opposition entre ceux qui résistent, ceux qui agrègent à leur moi l'expérience traumatique, et ceux qui n'y arrivent pas. Clairement, ces débats se retrouvent aussi en art. Hein, ces débats se retrouvent en art, puisque Boris Cyrulnik lui-même avance que le récit est un instrument par lequel l'individu peut transformer et forcer son destin. Hein, c'est l'ambition de la résilience, transformée par le récit, nous dit Boris Cyrulnik, invitant la production de livres pro-résilience, ces feel-good books, et très clairement, une partie tout à fait considérable de nos rayons de librairie ont été envahis, hein, par ces manuels de résilience, alors même que toute une partie de la littérature se situe dans une critique de cette résilience. La manière dont, par exemple, Chloé Delhomme réagit lorsqu'on lui demande d'être résiliente, c'est de dire « je me sens insultée », ou la manière dont Sandra Lucbert analyse le procès France Télécom, dans lequel on a demandé aux salariés d'être résilients. Hein, ce n'est pas du tout une littérature qui serait facilitatrice de l'adaptation, mais au contraire, une résilience qui serait dévoilée par la littérature comme étant un mieux licencié, nous dit Sandra Lucbert. Clairement, cette critique de la littérature a trouvé vraiment une très grande force avec la période du Covid. L'idée que les organisations, que les sociétés étaient résilientes était apparue de manière très informelle autour de la crise de 1929, mais s'est beaucoup développée justement au moment du Covid. On a eu une initiative résilience de la Banque européenne d'investissement. On a eu l'idée que la résilience est une propriété des systèmes d'organisation et des bons systèmes d'organisation. Et on a eu très clairement une militarisation de la résilience à partir de la manière dont la France a réagi à la crise du Covid, et la défense, le ministère de la Défense, l'armée française utilise énormément désormais, j'ai fait une petite histoire, si ça vous intéresse, je vous donnerai des détails, de la manière dont les livres blancs de l'armée française, de la défense française, ont intégré la notion de résilience, et clairement, la résilience nationale doit être portée par l'armée. Et dès 2008, le livre blanc de la sécurité et de la défense anticipe la prise en compte de crise avec la coopération renforcée entre l'État central, les collectivités territoriales et les entreprises privées au profit d'une résilience nationale. Alors, cette instrumentalisation militaire de la résilience est assez ancienne, et Weilous a montré qu'en psychologie, les militaires les militaires de la psychologie positive, par exemple Martin Sellingham, qui a conseillé la CIA dans la mise en place des méthodes d'interrogation à Guantanamo, avait contribué à élaborer une philosophie positive de la résilience pour produire, je cite, une armée indomptable. Clairement, dès ce moment-là, la notion avait flotté entre une manière de résister à l'ennemi invisible, je crois, et une manière d'équiper les entreprises pour s'améliorer et améliorer leur efficacité. Dans ce contexte-là, moi, j'étais extrêmement frappé de la manière dont la résilience, ce préfixe « re », résonnait avec tout ce vocabulaire de la réparation, du recommencement, dont les dimensions politiques étaient extrêmement inquiétantes. Et clairement, la résilience est une notion qui a été instrumentalisée par toute la droite et l'extrême droite française dans un discours extrêmement fort du 17 avril 2020. Marine Le Pen a déploré que, en fait, les choix politiques, économiques et les choix migratoires aient affaibli cette capacité fondamentale, la capacité de résilience de notre pays.
clairement, la résilience a basculé dans le camp réactionnaire dans ce moment-là. Elle a été conçue comme une forme nationaliste et viriliste de néo-souveraineté. Ce vocabulaire d'indépendance, de déliaison, de souveraineté qui a accompagné la liaison, moi aussi, m'inquiète beaucoup. Alors, je ne suis pas sûr que j'ai le temps de montrer qu'en écologie, le concept même de résilience a été beaucoup utilisé, mais aussi beaucoup critiqué. On a cru voir, et Baptiste Morisot lui-même ne s'en est pas gardé, on a cru voir dans les écosystèmes des exemples de résilience à adresser à l'être humain, mais parfois, ce principe d'une résilience de la nature a été une manière de se dispenser d'une action. Au fond, de considérer que les systèmes, si on fait disparaître la moitié des espèces, doivent s'adapter et vont s'adapter, et que finalement, ce n'est pas très grave. Que ce n'est pas très grave, et que dans cette industrie de la responsabilité, pour prendre une formule de Pierre Charbonnier, dans lequel on va se débarrasser de la responsabilité humaine en pensant qu'on va la rendre, la déléguer à la technologie et la faire supporter par des écosystèmes résilients, eh bien, on a, je crois, à nouveau instrumentalisé la notion de résilience. Alors, clairement, qu'est-ce qui s'oppose, qu'est-ce qui résiste à cette notion de résilience individuelle ou de résilience nationale, militaire? Je crois qu'on peut opposer la responsabilité relationnelle, le besoin de protection qui sont portés par les éthiques du Caire, qui sont absolument fondamentales. Et je crois que le Caire est peut-être un instrument de la résilience, mais c'est aussi un autre de la résilience, en tout cas tel que la résilience a été développée à partir des années 80 et des théories de Boris Cyrulnik. Je crois que le rôle de la littérature au profit du Caire, ce rôle de médiation privilégiée, dans une culture de la compassion attribuée à la littérature, ne se fait pas seulement au profit de l'empowerment individuel, de l'individu laissé à lui-même avec ses livres, avec sa bibliothérapie, comme le préconise quelqu'un comme Régine Détambel, qui explique que face à tous les problèmes, vous faites un stage de bibliothérapie et il y a un livre qui est un médicament à chaque solution. Non, je crois que l'objet, le projet de la littérature est quand même beaucoup plus vaste que cette résilience instrumentale, et que si elle produit de l'empathie, l'empathie qui est au cœur du mécanisme du Caire, c'est aussi pour rappeler la complexité, on l'a vu toute la journée, des mécanismes de l'empathie. Et je crois que de ce point de vue-là, de la même manière que la résilience a été instrumentalisée par le néolibéralisme, l'empathie a été récupérée de manière tout à fait forte par une mécanique politique qui y trouvait là aussi une occasion de se passer du politique, de se passer de la conflictualité, de se passer de l'espérance de transformation et de révolution. Je vous rappelle comment l'empathie a été récupérée à partir de la théorie des sentiments moraux d'Adam Smith dans toute une philosophie contemporaine qui en a fait le principe d'une révolution empathique qui devait permettre de résoudre tous les problèmes de société. Et tout à l'heure, notre collègue parlait de la colle empathique. L'empathie recolle tout ce qui ne peut pas être recollé, et la résilience de la société alliée à la colle de l'empathie permet d'éviter une conscience collective, permet d'éviter une pensée de la transformation de la société. Aux États-Unis, on fleurit d'innombrables centres favorisant ce qu'on appelle les arts de vivre fondés sur l'empathie, empathy-based art of living. On a promu, par exemple, je ne sais pas, pour donner un exemple, à Stanford, il y a un Center for Compassion, une altruiste recherche.
on a un Empathy Lab, on a d'innombrables projets qui ont trouvé leur version maximaliste dans l'essai de cet influenceur et théoricien du politique américain qui est Jeremy Rifkin dans La civilisation empathique, Empathic Civilization de 2009, évoque notre course vers une conscience globale, pour le citer, et fait, pour toujours citer Rifkin, du roman un outil d'apprentissage par l'exploration des sentiments humains universels. Autrement dit, nous n'aurions plus besoin de société, de représentation, puisque l'empathie nous permettrait de faire face, de remplacer le débat finalement, de se substituer à l'action politique. Et je crois que ce sont des dangers qui pèsent sur toutes ces notions formidables qu'on développe, la résilience, le care, l'empathie, c'est de se substituer à l'action politique, c'est de ne pas se conjuguer avec une société agissante et se structurant, se pensant, en préférant la fluidité et l'élasticité d'une société d'adaptation perpétuelle. Je crois que le danger de la résilience était d'abandonner le sujet au travail de réparation et d'interdire le travail de transformation. Le danger de l'empathie, c'est de restreindre le faire société à une intention interindividuelle, conjoncturelle, fragile, réversible, qui a la puissance de la compassion à distance, mais qui a aussi la fragilité du refus de la compassion. Je pense qu'on ne peut pas en faire un principe comme on l'a fait, sur lequel on va fonder tout droit, tout vivre ensemble. On ne peut pas fonder le vivre ensemble uniquement sur l'empathie. L'empathie peut dysfonctionner. Et le care, vous le savez, son danger d'en faire une réhabilitation à bas prix du travail de soins opéré par des femmes racisées, mal payées. Donc, je crois qu'il faut vraiment se méfier de tout ça. Et je crois que la littérature, le rôle de la littérature, ce n'est pas forcément un rôle de facilitateur de l'empathie et de la résilience, mais c'est un rôle d'interrogation critique. Et je voudrais citer un exemple que j'ai trouvé il y a quelques jours en lisant V13, qui est l'extraordinaire ensemble de chroniques qu'Emmanuel Carrère a donné des procès des attentats du 13 novembre 2015 en France, puisque Emmanuel Carrère analyse les limites de notre empathie. Il analyse avec beaucoup de finesse comment, au bout du 200e témoignage de victime, eh bien, on entend beaucoup moins bien, comment sa souffrance ne compte pas. Emmanuel Carrère analyse très finement comment la seule victime du Stade de France est écrasée par l'empathie qu'on a à l'égard des autres paroles, comment en fonction des blessures, l'empathie se déclenche différemment, comment en fonction des capacités narratives des témoins, on l'écoute plus ou moins longtemps, on lui permet de déborder, comment certains peuvent être entendus plus longtemps parce qu'ils équipent leur discours d'une pensée de l'empathie, comme Georges Saline, qui a fait un bouquin avec la mère ou le père d'un des terroristes, alors que lui, c'est un père de victimes. Et Emmanuel Carrère souligne comment, dans toute la période qui a suivi les attentats 2015, il y a eu une championne de l'empathie, quelqu'un qui a vraiment rallié tout le monde à sa cause, qui a été au centre de l'association des victimes de 2015, mais malheureusement qui était une intruse parce qu'elle n'avait jamais été victime. Et voilà comment nous raconte cela Emmanuel Carrère. Il appelle justement ça l'intruse. Le 13 novembre 2016, les Aigles of Death Metal sont revenus à Paris pour un concert commémorant les premiers anniversaires d'attentats. Il a été suivi backstage du même genre de procession, de la même succession de hugs mouillés de larmes, l'empathie mouillée qu'on évoquait tout à l'heure. Une photo montre dans les bras de James Hughes en panoplie de roqueuse cette Flo dont j'ai raconté l'histoire, donc cette Flo qui n'a jamais été victime. Elle se disait rescapée du Bataclan, elle était devenue webmaster puis membre du conseil d'administration de l'association Life of Paris. On donnait en exemple partout son empathie, sa résilience,
son zèle pour démasquer les imposteurs qui se glissent dans le cercle des victimes. Tout était faux. Tout était faux, sauf sa misère et sa joie à cet instant. Donc, autrement dit, factrice d'empathie, intermédiaire de l'empathie, elle-même avait usurpé sa position de victime. Donc, je crois que c'est vraiment ces dangers que la littérature vient penser, cette critique qui doit être menée de l'intérieur de cette littérature qu'on veut instrumentaliser au profit d'une facilitation sociale. Et je crois qu'il est de notre rôle, sans doute, en tant que littéraire, d'accueillir l'idée que la littérature serve à quelque chose, mais elle sert à quelque chose, c'est sans doute à faire du lien, mais aussi à interroger ce lien. Et c'est donc sur cette possibilité critique d'une littérature de l'empathie et de la résilience, une littérature qui mettrait en scène, qui analyserait, qui débusquerait, qui montrerait les limites de notre compassion, que je voudrais conclure en laissant 20 minutes pour les questions. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette conférence très, très riche qui exposait très clairement les liens entre résilience, les différences entre résilience et résistance et la manière dont la résilience peut être instrumentalisée à des fins politiques et finalement assez dangereuses. Et tu as montré aussi combien le discours optimiste sur la résilience fait écho au discours sur l'empathie. Il s'agit dans les deux cas d'une sorte d'antidote illusoire et piégé aux maux sociaux. Il s'agit donc, dans les deux cas aussi, d'une sorte de transfert de responsabilité de la part de l'État, de la communauté à l'individu. Et dans les deux cas, la littérature, les ouvrages d'art peuvent critiquer ce qui est bidon dans ces discours. Merci beaucoup. On a le temps pour des questions. On a 77 assistants à distance. Donc, si vous avez des questions, levez la main, s'il vous plaît. So a virtual hand or a real hand in the room. However you'd like to do it. I did ask at one point if people could hear, if the Zoom people could hear, and I didn't get a response. So I'm hoping that the fact that there are still 77 people here means that they have, in fact, heard your lecture. Merci beaucoup pour cette conférence. Je voudrais savoir, à ton avis, dans le domaine spécifiquement littéraire, est-ce qu'on peut penser la résistance sans au moins un petit degré de résilience? Je parle vraiment du domaine littéraire avec donc, tout l'appareillage qui va avec, parce que la résistance littéraire n'est jamais directe. Elle ne s'exprime pas directement dans la rue, elle s'exprime à travers le texte, à travers un texte qui est édité, qui passe un certain temps dans les couloirs, ici, là, etc. Et donc, on pourrait considérer ce temps-là aussi comme un temps de résilience. Donc voilà, est-ce que dans le domaine de la littérature, même la littérature de résistance peut se faire sans résilience? Mon Dieu. Il y a des littératures de résistance, y compris des littératures qui refusent d'aller jusqu'au livre. Il y a des littératures qui restent au niveau du manifeste, du libelle, qui refusent le passage au livre et qui préfèrent la communauté. Des littératures qui vont se fonder sur l'oralité, la performance, justement pour résister au livre. Donc, il y a toute une gamme de littérature de résistance qui va des tracts du Comité invisible jusqu'au roman de Nathalie Quintane. Assurément, si on pense résistance au sens politique, au sens dur, une littérature qui dit non. Une littérature qui dit non, ça existe. Est-ce que cette littérature qui dit non fait quand même communauté, fait quand même lien? Assurément, assurément. De ce point de vue-là, je crois qu'on peut difficilement opposer le geste de résistance politique et la constitution d'un
d'un groupe, la construction d'une communauté. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'on peut répondre positivement à ta question. Jenny? Merci pour cette conférence, c'était très intéressant et je me suis beaucoup intéressée à ce que vous avez dit sur le contraste entre une résistance qui serait contre un système et qui ferait partie d'une pensée systémique et la résilience qui serait une responsabilisation de l'individu. Alors je me demande, est-ce que, en toute naïveté, est-ce qu'il y a une critique marxiste de la résilience, de cette notion de résilience qui serait peut-être sous d'autres noms, mais qui serait une responsabilisation de l'individu? Oui, je crois clairement les critiques que j'ai évoquées sont nourries de l'idée qu'à un moment ou un autre, un corps social et le politique passent par le conflit et que clairement le corps social se découpe à un moment en classe, en race, en groupe, en communauté dont les intérêts sont divergents et qu'on a beau attribuer une élasticité au système grâce à l'adaptation des individus. Clairement, il y a des rapports de force, il y a des dialectiques et je crois que je ne suis pas théoricien du politique, mais je pense clairement que le marxisme en tant que pensée dialectique des rapports de force est au cœur de l'idée que la société résiliente, elle ne va pas se réorganiser toute seule, naturellement, sans friction. We actually have a question in the chat, two questions in the chat. I believe that the people who have joined us à distance can't actually speak. I think we can't hear them, so I'm going to read out the questions. So Hannah Grayson. So Catherine McKenzie, actually, I think you had your hand up first. If you could possibly type your question into the chat, that would be the best way to communicate it, please. Hannah Grayson has the first question on the screen here. If Claudel argued that resilience was a totally American concept, how do you see it as having been francisé? And is it now, post-COVID, a global concept? Oui, alors la francisation du concept de résilience, c'est la psychologie. La résilience qui avait un petit peu disparu après la crise de 29, qu'on n'employait plus du tout, plus beaucoup, est revenue après la guerre à partir du trauma. En fait, à partir de la théorie du trauma, et a été récupérée par une pensée française nourrie de la version française des études du trauma à partir de la réflexion sur notamment les survivants de la Shoah chez Cyrulnik. Clairement, elle s'est psychologisée en France. Je pense que c'est vraiment en France qu'elle a trouvé une version de psychologie populaire, peut-être encore au moins aussi forte qu'elle avait trouvée aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre la psychologie américaine et la psychologie française de la résilience? Il y a beaucoup de références au récit, à la narration chez Cyrulnik. J'ai l'impression que dans la psychologie américaine de la résilience, du développement personnel, on est résilient par l'action. Et j'ai l'impression que chez Cyrulnik, chez les psychanalystes français qui essaient de réfléchir ça, c'est beaucoup, on est résilient par l'action, mais aussi d'abord par la parole, j'ai l'impression. C'est peut-être la différence que je ferai entre les manuels de développement personnel que j'ai lus dans les deux pays. Merci. La prochaine question est de Mauricio Rios. Bonjour, et une question de ma part. Il y a beaucoup de conversations maintenant sur le besoin pour les gouvernements et les sociétés de développer plus de résilience face aux risques globaux dans plusieurs fronts, économiques, social, environnemental, etc. Vous avez quelques pensées sur cela? Je voudrais juste faire remarquer que la résilience, elle s'est dite en France par le retour à la souveraineté, le retour à la nation, le retour à l'armée, le retour à la force. Le retour à la force, le retour à soi-même.
et que donc cette élasticité globale, c'est quand même dite par un retour un petit peu nationaliste qui, moi, m'a un tout petit peu inquiété. Donc, je ne sais pas si on peut imaginer d'autres formes de politique de résilience. Peut-être on pourrait imaginer une forme de politique de résilience qui serait fondée sur un partage accru des richesses, par une participation plus large au débat social des individus. On peut toujours rêver à d'autres formes de résilience par le développement, au contraire, de structures larges, internationales. Au fond, si la société doit s'étendre, doit être très élastique, elle doit être très, très vaste, puisque les sociétés doivent s'entraider. Eh bien, ce n'est pas une résilience par l'entraide réciproque qui s'est développée, mais une résilience par le retour national. La limite, c'est, dans une certaine mesure, l'Union européenne, qui a quand même fait montre d'une certaine solidarité dans ses discours sur la résilience et qui les a vraiment manifestés, me semble-t-il. Dominique, il y a plusieurs questions ici aussi, mais on va peut-être… Non, on va passer la parole à Dominique et ensuite on va retourner aux questions sur l'écran. Je voulais juste faire une remarque, c'est peut-être pas une question, mais je n'ai pas lu le Carrère encore, mais j'étais fasciné que Carrère ait trouvé un personnage digne de Carrère, c'est-à-dire l'imposteur. Ces romans où c'est le plus inspiré par Carrère, c'est-à-dire Cercas, a écrit un très beau livre qui s'appelle L'imposteur, et c'est l'histoire aussi d'un président d'association de gens qui ont été déportés en Allemagne, qui est en fait un imposteur aussi. Et donc c'était sur ça, sur le scandale que crée la révélation de l'imposture, c'est-à-dire la façon dont cette imitation met en cause toute la machine, en fait. Elle n'est pas résiliente, elle joue à l'être, où tout d'un coup, c'est comme si une empathie, rien n'est plus facile que de jouer l'empathie. Voilà. Et donc, peut-être que dans un certain sens, on peut dire que la littérature est aussi ce qui interroge la production des signes ou des… Voilà, une sorte de… Oui, et tu vois, ce qui est très, très troublant dans l'analyse de Carrère, c'est qu'effectivement, on donnait en exemple son empathie, sa résilience, mais ce que dit Carrère, tout était faux, sauf sa joie à cet instant-là. Donc, au fond, elle a peut-être été vraiment empathique aussi, et elle a peut-être servi à la résilience globale, puisqu'au fond, elle a donné tous les discours, tous les signes, elle a fait partie centralement de l'association, du site web des victimes, donc elle a joué un rôle très fort. Donc, c'est toute l'ambiguïté de Carrère. Toujours la même. Et puis, le fait que la littérature a à voir quand même avec une imitation fallacieuse par l'organisme réel. Donc, c'est une sorte de mise en abîme aussi d'un pouvoir de manipulation qui fascine Carrère depuis le début. Sans arrêt, on trouve ce genre de… C'est l'interrogation sur Limonov. Partout, on est… Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une imposture? Dans la philosophie positive, le fait d'adopter, qui est nourri de comportementalisme, de behaviorisme, le fait d'adopter des attitudes résilientes, de se prouver, on doit adopter des schémas mentaux résilients. C'est des choses qu'on trouve souvent, des réflexes mentaux résilients. La formule qu'on trouve, c'est réflexes mentaux résilients. Donc, et on peut les trouver dans la littérature. Et on a des manuels de développement personnel sur les schémas mentaux résilients qui vous donnent des exemples. Je ne sais plus, j'avais trouvé ça chez Balzac, qui vous cite des grands auteurs, qui vous cite des personnages. Voilà, le comte de Monte Cristo, la résilience du comte de Monte Cristo, adapter les schémas mentaux du comte de Monte Cristo, qui a résisté en prison, etc., Edmond Dantès, machin truc. Donc, effectivement, l'imitation de la résilience est une forme de résilience, et c'est là qu'on invoque la littérature comme étant une éducation à ces réflexes résilients. Je trouve très beau qu'il ait trouvé un personnage aussi carrérien. Merci. Ensuite, il y a une question de Anne Ripa. Pourriez-vous donner la référence de l'œuvre de Paul Claudel que vous avez citée? C'était très intéressant. Qu'elle me fasse un email, je peux lui donner. C'est Paul Claudel, œuvre en prose, Gallimard, collection La Pléiade, 1965. Et c'est un texte dont je retrouverai le titre. Merci. Merci.
Morgane Lebouc, bonjour et merci pour cette conférence. Vous avez parlé d'une ère post-idéologique. Pouvons-nous penser le monde actuel comme se passant véritablement de l'idéologie? Question difficile. Oui, l'empathie, c'est l'autre d'idéologie, pourrait-on dire. Je sens, je participe, je ne conceptualise pas, je ne réfléchis pas, et c'est le danger de l'empathie, c'est le danger qu'elle soit post-politique et post-idéologique. C'est pour ça qu'on a insisté toute la journée sur les politiques de l'empathie en montrant qu'elles ne sont pas politiquement neutres. Elles font mine de l'être, mais elles ne le sont pas en réalité. Parce que l'absence de politique, c'est une politique. C'est une politique qui est très caractéristique, très marquée, etc. C'est loin d'être le dépassement des conflits. Une question de Catherine Mackenzie. Il y a une tendance à supposer que d'abord, les enfants sont naturellement résilients et ensuite qu'il faut cultiver la résilience parmi les enfants pour aider leur développement. Mais je me demande si ce point de vue laisse négliger les intérêts immédiats des enfants. Par exemple, pendant les années Covid, on a supposé que les enfants vont s'adapter aux restrictions et à mon avis, on a sous-estimé les dégâts. Qu'en pensez-vous? Je crois qu'elle a tout à fait raison. L'idée que l'enfant soit naturellement résilient, que la résilience soit une espèce de qualité biologique de l'individu, me semble totalement délirante. Un enfant, dans les analyses que les psychologues ont fait des enfants résilients, entre guillemets, après les guerres, il y avait énormément le contexte social, l'affection qu'ils avaient reçue. Donc, je ne pense pas qu'un enfant sans affection, sans entourage, soit naturellement résilient. Et je ne pense pas de même qu'un écosystème soit naturellement résilient. Il peut se dérégler, il peut être déréglé par l'homme. Pascal? Oui. Il me semble que tu nous montres qu'il y a une convergence de plusieurs discours qui ont une critique très forte à la fois de l'empathie et de la résilience, comme étant lié en fait à une sorte de dépolitisation ou de retrait du politique, ou qui permet de manière considérée comme injuste de s'accommoder d'une réalité politique insatisfaisante. Est-ce que, d'après toi, le CARE dont tu as parlé aussi est, je dirais, la solution pragmatique, pratique qui permet de sortir de cette politique-là? Si le CARE est une politique de visibilisation, d'attention à l'égard de ce qui fait tenir la société ensemble, le CARE a une dimension politique parce que le CARE, ça va avec les salaires des gens qui font le CARE. Si le CARE est considéré comme une espèce de qualité naturelle des femmes dont la dévotion est des femmes dominées, si possible, qui se passe de rétribution, l'idéalisation, l'héroïsation du CARE, elle est extrêmement dangereuse. Si on considère que l'infirmière dans une EHPAD, elle fait ça parce que sa nature est d'être forcément empathique et bonne, etc., Sandra réagira encore plus fortement que moi là-dessus, mais le CARE est aussi un concept dont la manipulation peut être aussi dangereuse. Sur ce point-là, merci beaucoup de l'avoir mentionné, mais je pense que le concept de CARE, justement, si on considère qu'il porte sur des professions, comme tu dis, qui sont dévalorisées, sous-payées, ce n'est pas du tout quelque chose qui peut être utilisé, en fait, dans le sens que tu dis, puisque le CARE positif, c'est plutôt le CARE comme qualité morale, féminine, exercée dans le cadre familial, tu vois. Mais en réalité, il n'y a pas l'idéologie dont tu parles qui dirait que le CARE, c'est quelque chose qu'on va attribuer à des personnes qui sont travailleuses de CARE. Je pense pas que ce soit, tu vois, je pense pas que ce soit ça la thématique finalement. C'est pas quelque chose qu'on va dire que c'est plutôt du sale boulot que ces gens font parce que personne ne veut le faire. On va jamais dire c'est un boulot que les gens font parce qu'elles sont vraiment sympas.
Mais sinon, et, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à la question de tout à l'heure, mais qui t'a été reposée aussi, mais c'est un peu la même question sur le fait que la résilience ne serait pas. Tu disais que l'empathie, ce n'est pas idéologique, mais la résilience, en réalité, c'est quand même quelque chose d'extrêmement idéologique, ce concept-là, puisque c'est vraiment une façon, comme personne l'a dit tout à l'heure, d'attribuer aux personnes la responsabilité de devenir elles-mêmes résilientes par rapport à des situations qui sont en réalité, comme tu le disais, plutôt de la responsabilité collective. Tu vois. Donc, mais ça fait mine, tu vois, ça fait mine. Cette individualisation, elle est typiquement ce qui, aujourd'hui, en fait, est de l'idéologie, tu vois, de penser aux personnes elles-mêmes. Non, mais c'est absolument ce que je dis. Je veux dire, ça se montre comme étant une notion neutre, en fait, ça ne l'est pas. Ouais. Mais je ne sais pas si ça se montre comme une notion neutre. Je pense que c'est un discours qui est explicitement idéologique. Il me semble. Je pense que les gens comme tu l'as dit, en fait. Tu crois que les gens parce qu'on n'a pas vu beaucoup de réactions politiques immédiates au discours de Macron sur la résilience. C'est passé comme un peu une lettre à la poste, quand même. Parce que c'est discours des dominants. Mais par exemple, c'est vrai qu'on va toujours dire que la résilience, c'est comme toujours les autres qui doivent être résilients. En fait, c'est ça. C'est en ça que c'est un discours qui est politique et idéologique. On va dire à des citoyens moyens que c'est eux qui doivent se rendre résilients. Par contre, tu vois, lui, Macron, il n'a pas à être résilient. Tu vois, personne. En fait, les malheureux dont tu parles qui ont résisté, qui ont été résilients après les camps, etc., personne ne leur a dit d'être résilient. Tu vois, c'est l'injonction de résilience. C'est l'injonction sociale à la résilience qui est un problème, oui. Alors, on a le temps peut-être pour une dernière petite question de Géraldine Angelvin. Pourriez-vous, s'il vous plaît, développer l'idée sur la demande de résilience en réponse à la demande de réparation des populations issues de la colonisation? Pourriez-vous nous donner des exemples concrets? Ce n'est pas ma spécialité, mais j'avais commencé en fait, cette conférence est née d'un projet de livre que j'avais notamment mené avec Sarah Gainsburger et Sandrine Lefranc, et le bouquin n'a jamais abouti parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, l'éditeur ne nous a pas soutenu, etc. Et Sandrine Lefranc a analysé les commissions vérité et réconciliation, et ensuite la justice restauratrice et réparatrice, et elle a montré que parfois peser sur la victime une sorte d'obligation de pardonner, de participer d'une résilience collective, obligation qui arrêtait ses droits à la réparation. Et je crois que je vous renvoie au livre que Sandrine Lefranc a fait paraître sur ces formes de justice contemporaines, mais ce sont des formes de justice qui posent problème parce qu'elles peuvent arrêter le droit à la réparation. Il est 19h. Est-ce que tu veux continuer, Alexandre, ou bien Moi, je veux bien continuer, oui, Samy. Peut-être une dernière petite question. Bon, il y a deux personnes qui voudraient pas. Peut-être vous, monsieur. Oui, allez-y. C'est juste pour rebondir sur cette question concernant la colonisation et la réparation. Selon vos travaux de recherche, que ce soit en littérature ou en sciences sociales, comment résoudre ces dilemmes? Là, on parle de l'empathie, la résilience, parfois avec des valeurs positives, parfois avec des valeurs plus ou moins manipulatrices. Et de l'autre côté aussi, comment sortir des ressentiments? Parce que voilà, je pense à un texte magnifique d'Hannah Arendt, nous les réfugiés. Quand même, les réfugiés, parfois aussi à travers les récits, ils revendiquent une certaine résilience, une certaine dignité. Donc, ces statuts de victime aussi, comment... C'est une question délicate. Je n'interdis pas aux gens de vivre le fait qu'ils transforment leur expérience traumatique ou qu'une société transforme son expérience traumatique de la colonisation ou d'avoir été
d'avoir dû migrer en quelque chose de positif. Il ne s'agit pas d'interdire la puissance individuelle et notre propre capacité à symboliser. Il ne s'agit pas d'interdire à la littérature de participer de cette construction du sujet. Il s'agit d'éviter de faire deux catégories, ceux qui sont résilients, ceux qui ne sont pas résilients, les sociétés du ressentiment, les sociétés de la résilience. Il s'agit d'éviter que la résilience soit une injonction qui fasse l'économie des moyens politiques, que la littérature soit une injonction à la bibliothérapie qui fasse l'économie d'avoir aussi des hôpitaux, d'avoir aussi des psychiatres. C'est juste ça que je voudrais éviter. Vous voyez, ce sont les dangers. Et moi, je ne veux pas qu'on partage les pays qui ont été colonisés entre les pays du ressentiment et les pays qui se sont adaptés, comme ça se fait parfois dans les discours en France. Hein. On va opposer certains pays du Maghreb à certains autres pays du Maghreb à ce titre-là. Moi, ça me paraît dangereux. Hein. Parce que ça m'amène avec ce que vous demandez en plus, et c'est ce que je voulais dire. C'est juste que ça me fait penser beaucoup à ce texte magnifique de Jean Amery dans Par-delà le crime et le châtiment, qui s'appelle Ressentiment, justement. C'est un chapitre qui est une magnifique réhabilitation d'un ressentiment qui est aussi une demande de réparation, et qui n'est pas ce ressentiment âcre, amer, la mauvaise presse. Et enfin, ça m'a fait penser tout ça. Je suis désolée. Il y a aussi des questions de Catherine Neschi, de Susan Harrow, de Henriette Cortaz-Altes. Mais on devrait que pensez-vous? On va par écrit. On a le temps, Pascal? Oui, il va falloir clore. Je suis très désolée. Merci à tous. Je termine par une annonce. Nous venons de publier aujourd'hui même les actes d'un colloque qu'on avait organisé avec Sandra et ma collègue canadienne Andrea Oberhuber sur les rapports entre care et littérature. Ça s'appelle Pour une littérature du care. Et l'intégralité des actes est accessible depuis ce matin sur Fabula gratuitement. Donc, vous pouvez lire l'ensemble de ce colloque extrêmement riche dans lequel vous avez eu 25 contributions qu'on vient de publier ce matin. Voilà, et vous retrouverez certaines des questions qu'on a traversées. Merci beaucoup, Alexandre.